Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité de ce mardi 7 mai. Voici les titres de ce journal. Le climat, encore une fois, au cœur des tensions entre les États-Unis et ses partenaires. Washington a refusé de mentionner l'enjeu du changement climatique dans la déclaration finale du Conseil de l'Arctique. Le chef de la diplomatie américaine a préféré mettre en avant les opportunités de la région pour le commerce. En Turquie, l'opposition dénonce un putsch contre les urnes après l'annulation de sa victoire lors des élections municipales à Istanbul. Annulation demandée par le parti au pouvoir du président Erdogan, qui avait essuyé un revers historique dans la plus grande ville du pays. Dans ce journal, nous irons également à Caracas, au Venezuela, où des habitants tentent de survivre dans un pays ravagé par une crise politique et économique. Reportage sur ces jeunes qui recherchent des métaux précieux au milieu des eaux usées. Et puis un documentaire sur le dernier dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev. Le film est réalisé par le cinéaste allemand Werner Herzog, qui a échangé à plusieurs reprises avec l'ex-président, aujourd'hui âgé de 88 ans. Bienvenue, les États-Unis à nouveau seuls contre tous sur le climat. Dernier exemple en date, cette réunion en Finlande du Conseil de l'Arctique qui réunit 8 pays, Canada, Russie, États-Unis et les pays scandinaves notamment. Tous ont une partie de leur territoire dans cette région du pôle Nord, témoin de la fonte des glaces. Mais les États-Unis, représentés par Mike Pompeo, ont refusé d'inscrire dans la déclaration finale l'enjeu du changement climatique. Le chef de la diplomatie américaine a préféré souligner les opportunités qu'offrent les nouvelles routes commerciales qui se créent dans l'Arctique. Sandrine Delorme. Divergence de point de vue au sommet du Conseil de l'Arctique en Finlande. Réunis à Rovaniemi, les ministres des 8 pays riverains du cercle polaire ont discuté des grands dossiers environnementaux et économiques de la zone. Et pour la première fois, ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une déclaration finale. Les États-Unis ayant refusé de mentionner le changement climatique dans le texte. C'est un peu particulier que les États-Unis, qui nient au plus haut niveau le changement climatique, profitent des options qui se présentent à cause du changement climatique dans l'Arctique. Par-dessus tout, pour les petits États membres qui constituent l'ossature du Conseil de l'Arctique, on note dans la région une importante concurrence introduite par les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, mais aussi de façon croissante par la Russie. Exploration de gisements pétroliers, exploitation de la route maritime du Nord qui devient de plus en plus navigable en raison du recul de la banquise. Il y a de quoi se battre pour l'Arctique et ses ressources. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient renforcer leur présence dans la zone, alors que la Chine espère faire de l'Arctique un maillon de son vaste projet des nouvelles routes de la soie et que la Russie a rouvert des bases militaires russes fermées depuis la chute de l'URSS. Après ce Conseil de l'Arctique en Finlande, le chef de la diplomatie américaine devait se rendre ce mardi à Berlin pour y rencontrer Angela Merkel. Mike Pompeo a finalement annulé cette visite, évoquant, je cite, des questions urgentes à régler. Il doit également se rendre cette semaine à Londres pour y rencontrer Theresa May. Et par ailleurs, on a appris aujourd'hui que Donald Trump accueillera lundi Viktor Orban à la Maison-Blanche. Le Premier ministre hongrois qui est l'un des rares admirateurs affichés du président américain dans l'Union européenne. Où en sont les relations entre les États-Unis de Donald Trump et l'Union européenne? Pour en parler, nous retrouvons Roberto de Primi, chercheur à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste des États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Alors on sait que l'arrivée de Donald Trump avait marqué un refroidissement important des relations diplomatiques entre l'administration américaine et l'Union européenne. Est-ce que plus de 2 ans après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, on peut dire que les tensions se sont quelque peu apaisées ou pas du tout? Malheureusement, on partait de relations transatlantiques qui étaient devenues plus des relations transpacifiques parce que les différents présidents américains, depuis Bill Clinton, commençaient à s'intéresser beaucoup plus au Pacifique qu'à l'Atlantique. Ça se confirme encore plus sous l'ère Trump. Et je crois qu'il y a vraiment 2 points de cassure durant cette présidence de Donald Trump. La première, quand il y a eu une décision de la part de l'administration Trump de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien. Et la seconde, c'était au début de cette année 2019, quand les États-Unis ont décidé en fait de rétrograder sous une certaine forme la représentation américaine auprès de l'Union européenne, non plus sous la forme d'État à État, mais sous la forme de représentation auprès d'une organisation internationale. De ce côté-là, ce sont 2 coups durs qui se sont passés, qui amoindrissent en fait, qui mettent à mal nos relations transatlantiques, mais on ne peut pas dire qu'on soit au moment du divorce. Alors Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, doit rencontrer également Theresa May.
Quelle est la position américaine sur le Brexit ? Alors on se souvient quand même que la première personne qui avait été rencontrée par Donald Trump juste après avoir été élu, c'était Theresa May qui s'était rendue à Washington. Et donc on s'était dit, nous Européens, la première personne rencontrée est justement le pays qui dans quelques mois ou quelques années viendra à quitter justement l'Union européenne. Le message est assez dur pour le partenaire historique qu'est Bruxelles. Maintenant la position elle n'a pas changé, on le voit d'ailleurs sur le plan européen. Il y a un ensemble d'anciens conseillers ou collaborateurs de Donald Trump, notamment Steve Bannon, qui continue à polariser l'électorat ou à essayer de pouvoir renforcer le débat sur les populismes à travers l'Union européenne. Et ce n'est pas anodin d'ailleurs que Steve Bannon ait pu devenir un conseiller spécial de temps à autre de la Ligue, le parti politique en Italie. Donc je crois que la position n'a pas changé sur le Brexit de la part de l'administration Trump. Alors on peut imaginer que Donald Trump va suivre de près les résultats des élections européennes qui pourraient être marquées par une percée des partis populistes. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'émergence de ces partis nationalistes et populistes en Europe et Donald Trump ? En fait, la vague Donald Trump qui est arrivée à la fin 2016 avec son élection, elle a modifié la manière dont on fait de la politique en utilisant les réseaux sociaux, les fameux hashtags, la manière d'utiliser des phrases extrêmement simples, anti-système, anti-élite, ce qui a été utilisé sur le plan national dans certains pays européens. On a vu que des partis extrêmes ou populistes ont pris le pouvoir. Maintenant, la grande question, ce sera au niveau européen, notamment la gouvernabilité du Parlement européen après les élections et de voir de quelle manière donc cette manière de faire la politique aux États-Unis aura influencé aussi cette manière de faire la politique, mais sur le plan totalement européen, donc au sein du Parlement européen, de la Commission, et ça va influencer aussi d'autres choses, c'est-à-dire de quelle manière des pays européens, la France, l'Allemagne, mais aussi au sein du Parlement européen, il va être possible de pouvoir négocier des accords internationaux après l'été. Merci beaucoup Roberto De Primis. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, en Turquie, la récente victoire de l'opposition lors des municipales à Istanbul a finalement été annulée. L'autorité électorale a ainsi accédé à une demande du parti au pouvoir, l'AKP, qui dénonçait des fraudes. Cette défaite dans la plus grande ville de Turquie avait représenté un véritable camouflet pour le président Erdogan. Les détails avec Romain Gauguelin. Le président turc salue la décision du Haut Comité électoral d'annuler le résultat de la dernière élection municipale à Istanbul. Le 31 mars, le parti présidentiel avait laissé échapper la ville sur le Bosphore. L'AKP contrôlait Istanbul depuis 25 ans et il s'agissait d'un revers politique majeur pour Recep Tayyip Erdogan qui dénonçait un scrutin truqué. Il est devenu évident que certaines personnes aux mains sales s'étaient impliquées en amont des élections. Ces personnes ont travaillé pas à pas jusqu'à ce résultat. Nous croyons sincèrement que les élections municipales d'Istanbul ont été marquées par des abus commis de manière organisée. L'annulation du scrutin du 31 mars invalide le mandat du candidat de l'opposition élu, Ekrem İmamoğlu. Le maire déchu et son parti dénoncent un putsch contre les urnes. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce lundi soir pour protester contre la décision du Haut Comité électoral. La date du prochain scrutin pour la mairie d'Istanbul est fixée au 23 juin. Une fois encore, Ekrem İmamoğlu fera face à l'ex-premier ministre Binali Yıldırım. Le 31 mars dernier, le candidat de l'opposition l'avait emporté avec moins de 13 000 voix d'avance. Le pape François poursuit sa mini-tournée européenne. Il a dirigé aujourd'hui une messe à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord. Olivier Pays. La suite de la visite du pape en Europe centrale et orientale. Après la Bulgarie, François est ce mardi en Macédoine du Nord, un pays à majorité orthodoxe et où les catholiques ne constituent qu'une petite communauté. Avant de célébrer une messe en plein air, le pape s'est exprimé devant les autorités du pays. Il a vanté la coexistence pacifique des populations pourtant variées de ce pays, à l'image d'une mosaïque. Ce creuset de culture et d'appartenance ethnique et religieuse a donné lieu à une cohabitation pacifique et durable. Ces caractéristiques spéciales ont en même temps une signification importante sur la voie d'une intégration plus étroite avec les pays européens. Je souhaite que cette intégration se développe positivement pour toute la région des Balkans occidentaux.
Le pape s'est également rendu au mémorial de Mère Teresa, érigé dans la capitale. La célèbre religieuse était née à Skopje en 1910 avant de dédier sa vie aux déshérités à Calcutta en Inde. Fondatrice de la congrégation des missionnaires de la charité, elle a été canonisée en 2016 par le pape François. Le Venezuela est toujours empêtré dans une profonde crise politique à laquelle s'ajoute une grave crise économique et humanitaire. Depuis 2016, plus de 3 millions de Vénézuéliens auraient fui leur pays frappé par la misère et les pénuries. À Caracas, certains sont prêts à tout pour survivre. Reportage dans la capitale. Dans les eaux troubles de la rivière Guairé se mélangent les déchets et les eaux usées de Caracas. C'est à cet endroit que nous rencontrons José et ses amis. Le Guairé est leur lieu de travail. Chaque jour, ces jeunes risquent leur santé en plongeant dans les eaux sales du fleuve. Objectif, trouver des restes de métaux précieux pour les échanger contre de l'argent qui fera vivre leur famille. Rien ne les arrête, pas même la puanteur insupportable de l'endroit. Non, ça ne me donne pas la nausée, c'est pour aider mon enfant. Je le fais pour mon petit, pas pour moi. Pour apporter de la nourriture chez moi, mon kilogramme de riz. Un petit pain, ce genre de choses. Chaque ordure est minutieusement inspectée, à la recherche d'un bijou ou d'une trace d'or ou d'argent. Les mineurs du Guairé se sont multipliés au cours de ces 5 dernières années de récession économique. Aujourd'hui, ils sont des centaines. La situation est très mauvaise, tout le pays est mauvais. Vous ne pouvez pas trouver de nourriture. Si vous en trouvez, elle est très chère. Vous ne trouverez rien pour les enfants. Voici leur butin. Tous affirment qu'ils gagnent plus que le salaire minimum mensuel, soit 4 $ par jour chaque fois qu'ils viennent travailler dans la rivière. Plonger dans ces eaux puantes rapporte donc plus qu'un travail bien établi. Vous ne pouvez pas vraiment vivre avec un salaire minimum maintenant. Vous ne pouvez pas manger. C'est la conséquence d'un pays ravagé par l'hyperinflation. Les ravages de la crise économique ont poussé ces jeunes à venir ici au Guairé pour chercher des métaux précieux. Mais beaucoup d'autres ont quitté le pays. Plus de 3 millions de Vénézuéliens ont dû quitter leur famille. L'actualité en bref à présent. En Birmanie, la liberté pour les 2 journalistes de Reuters qui avaient été condamnés à la prison pour avoir enquêté sur le massacre de la minorité Rohingya. Après plus de 500 jours en détention, ils ont finalement été graciés par les autorités birmanes. Reporters sans frontières a salué une heureuse nouvelle pour la liberté de la presse dans le monde. Économie, la Commission européenne révise une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro. Le PIB devrait augmenter de 1,2% cette année et de 1,5% l'an prochain. Cette révision est due à un net ralentissement de la croissance en Allemagne en 2019. Bruxelles a aussi revu à la baisse la croissance de l'économie italienne. Allez, on termine ce journal par ce film documentaire sur l'une des grandes figures politiques de la fin du XXe siècle, Mikhaïl Gorbatchev, dont le nom restera à jamais associé à la chute de l'Union soviétique. Un portrait réalisé par le cinéaste allemand Werner Herzog. Le réalisateur allemand Werner Herzog est parti à la rencontre de Mikhaïl Gorbatchev. Dernier dirigeant de l'Union soviétique, il a changé l'Europe dans la seconde moitié des années 80 avec sa politique d'ouverture et de restructuration. Pour les besoins de son film documentaire co-réalisé avec le Britannique André Signer, Herzog a interviewé l'ancien président de l'Union soviétique 3 fois en 6 mois. Il a permis la réunification sans violence, sans effusion de sang. Voyez-vous, dans le passé, en Union soviétique, les chars d'assaut auraient été utilisés, comme en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie ou en Allemagne de l'Est. Lui avait une autre façon d'aborder ce problème politique et historique monumental. Ce documentaire est un long entretien entre le cinéaste et l'homme politique qui s'est retiré de la guerre soviéto-afghane et a participé à des sommets avec le président américain Ronald Reagan pour limiter les armes nucléaires. Je pense que les gens en Russie, mais aussi en Occident, commencent à reconnaître l'importance de cet homme et l'ampleur des choses qu'il a accomplies.
Comme par exemple, avec Ronald Reagan, les plus importantes réductions d'armement de l'histoire de l'humanité. En s'appuyant sur des images historiques, le cinéaste raconte dans ce nouveau documentaire les 6 années au pouvoir de l'un des principaux acteurs de la chute de l'URSS, aujourd'hui âgé de 88 ans. Il ne devrait pas y avoir de nouvelle guerre froide. Et je crois que la diabolisation de la Russie est une grave erreur des médias occidentaux et de la politique occidentale. Et si vous considérez les Russes comme des ennemis, ouvrez le dialogue avec eux. Avec ce film documentaire, Werner Herzog offre un portrait de l'un des plus grands hommes politiques de notre temps. Rencontrer Gorbatchev sortira dans les salles européennes cet automne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.